Bonjour à tous. Alors, on va s'interroger à présent sur une question qui est passionnante, à savoir quel regard portent les écrivains sur l'humanitaire. Donc, on va vous présenter un certain nombre d'auteurs, avec Sandrine aussi qui nous succédera. Et on commence donc ce matin avec Madame Danielle Cocos et Monsieur Michel Liseran. Vous êtes deux auteurs qui avaient signé des livres qui évoquent des missions humanitaires, mais qui pour autant avaient des parcours très différents, comme on va le voir. Alors, Daniel, vous êtes né à Genève, vous avez débuté votre carrière dans l'humanitaire après des études de sciences politiques, et vous avez commencé par travailler dans un centre expérimental d'accueil de traitement pour les jeunes toxicomanes. Et puis, vous avez rejoint le CICR pendant 25 ans, je crois, donc en effectuant un certain nombre de missions dans le cadre de conflits armés, principalement en Afrique et au Moyen-Orient, puis en Amérique centrale. Et c'est précisément, je crois, l'une de vos missions au Nicaragua qui a donné l'origine de ce livre que vous nous présentez aujourd'hui. Et vous êtes né, monsieur, à Lausanne. Vous avez fait plusieurs voyages très marquants, notamment en Scandinavie, en Alaska, en Islande et aussi en Amérique latine, où se déroule l'action de votre livre, Les funambules de l'indifférence, plus précisément en Colombie, je crois. Alors, nous allons y revenir. Vous travaillez aussi dans le secteur des ressources humaines actuellement ? Et vous avez écrit plusieurs ouvrages dans des styles extrêmement différents, puisque vous écrivez des polars, des thrillers, des romans, de la science-fiction aussi, je crois. Donc on est dans des styles assez différents. Alors on va peut-être commencer par celui-ci sur les funambules de l'indifférence, qui est paru en 2012, donc il y a quelques années, et où vous parlez de la misère infantile et de l'aide humanitaire en Colombie. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment est né ce livre ? Alors bonjour à tous, déjà. Ce livre est né alors que j'avais 20 ans, donc ça fait quand même 34 ans de ça, bientôt 35. J'avais fait mon armée comme tout bon Suisse, mon école de recrue, et puis j'avais envie de faire un grand voyage à l'époque. Je ne connaissais pas la durée de ce voyage, c'était plutôt mes limites financières, disons, qui me permettraient de voyager surtout. Et puis, au grand dam de ma mère, je me souviens avoir choisi, à l'époque il n'y avait pas Internet, mais il y avait des bibliothèques, avoir choisi un des pays les plus dangereux de la planète, parce que j'avais envie de vivre quelque chose, une vraie vie, et pas cette vie suisse qui est un peu aseptisée, c'est vrai. Donc vous voyez cet idéalisme d'un jeune de 20 ans. J'ai été servi passablement sur place, agressé 2 fois dans la rue, cambriolé, etc. Et puis, lors de ce voyage en Amérique du Sud, j'avais choisi la Colombie parce qu'il y avait, je ne me souviens plus, mais je crois que les statistiques de l'ONU étaient de plus de 24 000 morts par arme à feu. Je m'étais dit, bon, bah, si je veux vivre une vraie vie, eh ben, il faut que j'aille dans un pays comme ça. Alors, vous aurez tous les jugements que vous souhaitez sur les choix quand on a 20 ans, mais c'était ainsi. Et pendant mon école de recrue, alors j'avais travaillé de l'espagnol, donc j'avais un livre que j'avais tout le temps de ma tenue d'assaut où je lisais mes 40 leçons d'espagnol pour apprendre la langue. Et quand je suis arrivé sur place, eh bien évidemment, je ne parlais pas un seul mot, je ne comprenais pas ce qu'on disait, ce qui est assez classique. Et puis j'ai vécu en voyageant pendant environ 2 mois et demi en Colombie, avec l'Équateur, le Pérou, j'ai fait environ 6 mois. Et en Colombie, où j'étais frappé, en tout cas pour un Suisse, on était très frappé, c'était l'hospitalité de ces gens qui est extraordinaire, où il m'était difficile d'ailleurs de ne pas vivre chez l'habitant. Pratiquement quand je prenais un bus pour aller dans une autre ville, eh ben, j'avais déjà le cousin de la famille qui m'avait accueilli, qui m'attendait à la sortie du bus. Donc j'étais en permanence, je crois que j'ai vécu presque 40% de mon voyage chez l'habitant. Et puis là, c'était particulier. J'étais descendu depuis Bogota sur le sud, ou monté au nord, si vous préférez. Et puis, en arrivant à Bucaramanga, effectivement, à la gare centrale, un des cousins m'attendait avec une ribambelle d'enfants et tout. Et puis, on marche, donc je les suis avec mon immense sac à dos, parce que je faisais de la montagne avec, donc j'avais la tente, j'avais tout. Et puis, petit à petit, on sort de la ville et je me rends compte que je suis en train de pénétrer dans le bidonville de Bucaramanga, qui n'est pas un des pires bidonvilles de la planète, mais malgré tout, c'en est un. Et puis, évidemment, je m'interroge à plusieurs reprises si je dois faire demi-tour ou pas, si je vais sortir avec mon sac, puis peut-être même ma vie. Et puis, ça a été une des choses les plus extraordinaires que j'ai vécues de ma vie, je pense, raison pour laquelle 24 ans plus tard, j'ai écrit ce roman qui est une fiction, mais qui s'inspire beaucoup de ça. Ce que j'ai pu
apprendre dans ce bidonville, et ça c'est très surprenant. Vous voyez, quand vous êtes un Suisse qui est par définition assez matérialiste, parce qu'on vit dans une vie assez matérielle, où on vous répète que le succès dans une vie, la réussite, c'est une réussite quasi matérielle, etc. Et vous arrivez vers des gens complètement démunis qui font des pieds et des mains pour que vous dormiez dans le lit, qui est un lit quasi de camp, hein, au sol directement, le lit des parents, alors qu'eux dorment par terre dans la chambre des enfants, quoi, dans l'endroit où les enfants dorment, avec 7-8 enfants. Vous apprenez en fait qu'on peut être heureux en fait sans matériel. Ça paraît évidemment une banalité ainsi, mais à 20 ans, je ne m'attendais pas à ce choc-là. Et je dois reconnaître que je n'ai jamais vu autant de joie autour de moi que ces adultes et ces enfants qui faisaient des fêtes à peu près tous les soirs. Je pense qu'à peu près tous les soirs, tous les 2 soirs, ils avaient inventé une fête, même s'il n'y avait pas un anniversaire ou quelque chose à fêter, ils fêtaient quelque chose. Et il y avait une joie qui était indicible. Voilà. C'est une joie qu'on retrouve dans votre livre aussi. Qui sont ces funambules alors de l'indifférence ? Alors, les funambules de l'indifférence, c'est centré sur un protagoniste qui est Nolberto, qui est un enfant de la rue et qui a vraiment vécu dans la rue, rejeté par ses parents, parce que famille trop nombreuse, et puis qui va évidemment survivre, donc évidemment en se droguant, en vendant de la drogue, en volant, en permanence, sa pitance quotidienne, et qui va rencontrer un humanitaire suisse, qui essaie de monter des orphelinats ou qui permet une éducation à ces jeunes pour leur donner une deuxième chance. Voilà. C'est quelque chose que vous avez pu observer ou que vous avez inventé totalement ? Alors c'est une fiction, ça, oui. C'est une fiction. On va passer à votre livre, donc Rio Wanki, qui, là, pour le coup, c'est une histoire qui est totalement inspirée par un voyage que vous avez effectué, une mission. Oui, en effet, et je l'ai appelé le récit de ma mémoire. Donc, tout ce qu'il y a dans Rio Wanki est réel dans le souvenir de ma mémoire. Je n'ai pas rajouté, je n'ai pas enjolivé, je ne l'ai pas transformé en fiction. Donc, c'est vraiment ce que je me souviens d'avoir vécu. Mais j'ai écrit ça une trentaine d'années après l'avoir vécu. Et ça m'intéressait beaucoup de voir quel était le substrat, qu'est-ce qui me restait. Et je n'ai pas voulu aller regarder dans les archives. J'ai vraiment voulu faire ce travail d'exploration de la mémoire. Et j'ai découvert qu'en plongeant dans ce récit, tellement de choses que je croyais oublier me revenaient. Et ça m'a permis vraiment de refaire ce voyage sur le Rio Wanki, qui s'appelle sur les cartes de géographie le Rio Coco, et qui est le fleuve qui fait frontière entre le Nicaragua et le Honduras. Alors pourquoi avoir choisi spécifiquement cette mission, alors même que pendant 25 ans, vous avez effectué bon nombre d'autres missions ? En effet, je me suis, peut-être pas toujours, mais je me suis dit assez vite que j'aimerais un jour raconter cette histoire. La raison en est que ça a été une aventure pour moi. Alors racontez-nous, parce que là, moi, je suis plutôt d'impatience. Oui, moi, je suis une citadine. À l'époque, je fumais des quantités de cigarettes. Et je n'étais pas vraiment du genre à crapahuter dans la jungle et à me lancer sur des fleuves furieux avec des pirogues. Or, c'est exactement ce qu'il a fallu faire. Donc, mais je trouvais ça tout à fait extraordinaire. Donc, je me pinçais 3 fois par jour pour être sûr que c'était vrai. Et je me suis dit assez vite, mais c'est pas croyable, il faudra raconter ça. En fait, c'était parti par le fait que le CICR était au Nicaragua. On est à l'époque de la guerre civile, on est dans les années 80, là, plus précisément, c'est l'année 1986. On est dans une région où la population qui borde ce fleuve, ce Rio Coco, Rio Wanki, a été déportée en 1981 par l'armée sandiniste. En un seul jour, en une grande opération militaire, zone nettoyée, toute la population déportée dans des camps à l'intérieur, dans une toute autre zone du Nicaragua. Une partie des gens arrivent à traverser le fleuve, à s'enfuir sur le Honduras et à rejoindre des camps du HCR. Bon, ça dure 6 ans où il n'y a personne on est dans une zone de guerre et il n'y a plus personne. Interdiction de rentrer, voilà.
C'était devenu une sorte de no man's land dans laquelle il y avait des actes, des petites confrontations peut-être. Enfin, il y a une espèce de grand mystère qui flotte sur ces années-là. Personne n'y est allé voir. Et à ce moment-là, le CICR me dit, bon, écoute, il y a un problème là-haut. Il y a peut-être une manière de faire quelque chose pour cette population des Indiens Miskito. Bah, tu vas voir, puis tu pars avec une infirmière. Donc, va voir, puis tu nous diras. Donc, voilà. J'avais jamais entendu parler de cet endroit, mais alors, pas le moins du monde. Je ne savais même pas qu'il existait. Donc, je suis partie avec une infirmière. On s'est basé dans une petite ville qui est en fait le chef-lieu de cette côte atlantique nord et qui s'appelle Puerto Cabezas, qui était déjà en soi un endroit tout à fait Far West, qui nous a déjà fait penser que la suite risquait d'être assez croquignolette. Et donc, ça nous a pris 3 mois de négociations, de courir après les civils, les militaires, les autorités, etc., à la fois sur place à Puerto Cabezas, mais aussi par nos chefs à la délégation à Managua, au niveau national, pour obtenir l'autorisation de monter sur ce fleuve et de commencer à ramener les gens chez eux. Il y avait une fenêtre de tir politique, parce qu'autrement, ce n'est pas juste l'argument humanitaire qui peut convaincre un gouvernement et une partie au conflit qui a déporté toute une population de la laisser rentrer chez elle comme ça, si ça ne se cheville pas d'une façon ou d'une autre avec l'évolution du conflit. Et là, c'était le cas. Il y avait des négociations qui avaient commencé, en particulier au Costa Rica, et s'est construite une fenêtre où, effectivement, là, l'humanitaire peut arriver et puis amener au bon moment la possibilité d'ouvrir une action importante. Vous parlez de vous et de cette femme médecin que vous évoquez comme les dos locas de la Croix-Rouge. Ouais, les deux folles de la Croix-Rouge. Ouais. Donc, il fallait pas mal. Fait ce qu'on peut. Donc, une mission qui vous a particulièrement marqué. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire de plus important aujourd'hui de cette période ? Mais elle m'a beaucoup marqué d'abord parce que c'était une aventure à l'ancienne. Il y a des moments, franchement, je me croyais au 19e siècle, moi. Hein. Je croyais que Dr Livingstone allait surgir au coin du truc. On n'était pas vraiment à la fin du XXe siècle. J'avais une espèce de pauvre radio HF, mais si vous voyez cet engin, vous auriez peur. C'est un truc qui faisait juste cric, 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 cric. Et puis quand j'essayais d'appeler la capitale pour dire voilà, nous sommes toujours en vie, et ben, la plupart du temps, j'arrivais même pas à les atteindre. Donc, point de vue sécurité, c'est hallucinant quand on regarde ça de maintenant, où effectivement, oh là là, avant d'aller, enfin en tout cas, je suppose que c'est devenu très très sophistiqué, avec plein de règles de sécurité, et voilà, et beaucoup de technologie. La technologie, zéro. Et donc, si nous était arrivé un pépin, il fallait se débrouiller et personne n'aurait pu, en temps utile, nous porter secours. Ça marque probablement une époque et moi j'avais envie de raconter ça, que c'est possible, même avec très peu de moyens au départ, en prenant des risques, parce que je reste persuadée qu'on ne peut pas faire un travail humanitaire en tout cas en zone de guerre, si on n'est pas d'accord au départ de prendre un certain nombre de risques. On ne peut pas être dans cette idéologie du risque zéro cher à nos sociétés si on veut faire ce genre de travail et avec une possibilité d'efficacité. Voilà. Donc moi, j'ai eu envie de raconter ça parce que c'était gai aussi, vous comprenez. La tragédie était un peu passée. Ces gens, ça faisait 6 ans qu'ils étaient déportés. Il y avait une possibilité de retour. Donc on allait vers quelque chose de positif. En tout cas, c'était l'espoir de tout le monde. Alors que les autres missions que j'ai vécues au CICR, elles sont pas racontables parce qu'elles sont beaucoup plus confidentielles, des histoires de prison, des histoires de guerre, vraiment. Et puis, alors que j'aurais vraiment pas envie de raconter en plus, parce que tout de même, on veut pas se faire trop de mal. C'est ce qui rapproche aussi vos 2 ouvrages, c'est ce côté assez positif qui ressort malgré les difficultés qui sont évoquées. Quant à votre livre, qu'est-ce qui vous a touché, que vous avez eu envie de raconter particulièrement du côté humanitaire, hein? On parle des gamines peut-être, un petit peu, qui sont-elles ? Oui, alors, bon, un élément que je trouve assez fantastique, c'est la capacité de résilience de chacun, en fait. Et puis, de voir, parce que j'ai quelques exemples quand même dans ma vie, de personnes qui sont capables vraiment de rebondir, voire de se dépasser probablement, de faire des choses plus fantastiques qu'elles auraient fait si elles avaient eu une vie en cocon comme ça. Et l'histoire dans ce livre, Nolberto, qui est
qui est cet enfant des rues, qui raconte en fait sa vie, est devenu le directeur de l'institution. Donc quand vous parliez du transfert tout à l'heure dans la conférence, du transfert aux populations locales de ce soutien, une nouvelle question, je crois. Et ben, je crois qu'on est vraiment là-dedans, et c'est ça que je voulais raconter. Oui. D'accord. Donc on comprend que dans chacun de vos ouvrages, il est question de mémoire, de raconter sa part d'un souvenir, et il y a une forte volonté de transmission. Qu'est-ce qui est important selon vous avec un roman dans le fait de transmettre? Est-ce qu'on arrive à transmettre autant par un roman que par un témoignage? Est-ce que c'est différent? C'est intéressant votre question parce que Ryowanki n'est pas un roman précisément, c'est vraiment un témoignage, un récit que j'ai après, comme je l'écrivais longtemps après, je l'ai structuré un peu comme un roman. Je pense qu'on peut vraiment le lire. On a l'impression de lire un roman parce que il y avait suffisamment de recul pour pouvoir après. Évidemment, il y avait des détails. Je ne sais plus si le détail 1 était avant ou après le détail 2. Donc, j'ai reconstruit le récit. Tout est vrai, mais c'est reconstruit pour que ce soit ce soit un récit où je dis aux gens, voilà, il était une fois, je vais vous raconter quelque chose, et on peut l'entendre comme un roman. Maintenant, évidemment, maintenant je viens de terminer l'écriture d'un roman, il n'est pas publié, j'espère qu'il le sera un jour, mais je n'en sais rien, j'attends. Mais j'ai vu à quel point c'était différent, et j'ai vu que d'une certaine façon, écrire un roman était presque plus privé, paradoxalement, que d'écrire ce récit, alors que là, j'avais tout vécu, c'était moi. Mais finalement, il y avait une plus grande mise à distance que d'aller chercher à l'intérieur de soi des réflexions et des expériences qui ont à voir avec toute cette vie, mais qui sont alors complètement fictionnelles. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon, n'écrivons pas de récits autobiographiques, même si je pense que chaque romancier met quelque chose de soi-même à l'intérieur de ses romans. Mais je dirais que je comprends, disons, pas la complexité, mais le fait que ça soit assez intime d'écrire un roman de fiction, parce qu'évidemment, vu qu'on puise dans notre imaginaire, on puise dans des messages. Si on écrit ces romans, si j'ai choisi ce roman-là, c'est aussi pour transmettre quelque chose, une vision, disons, de la vie, de la société. Donc, évidemment que c'est extrêmement personnel, parce qu'au lieu d'aller chercher dans des souvenirs, on va chercher à l'intérieur de soi, on fait une introspection assez importante. Ouais. Et personnellement, quels sont les ouvrages qui parlent de missions humanitaires, de droits humanitaires, qui vous ont marqué ? Alors, écoutez, il y a tout le corpus théorique que, évidemment, en bonne déléguée du CICR, j'ai étudié et constitué mes lectures de chevet, donc ça, on laisse de côté. Maintenant, mais en matière de roman, alors là, vous me posez une colle terrible, parce que je crois que j'ai un petit peu, comment dire, c'est pas que j'ai fui ça, mais il y a un moment, quand moi-même j'ai terminé au CICR, je souhaitais vraiment, tourner cette page et voir s'il y avait une vie après le CICR, et donc m'intéresser à d'autres domaines que l'humanitaire, et donc mes lectures m'ont moins porté dans cette direction. D'accord. Alors encore moins que ma consoeur. Non, mais si je lis des romans, vu que je suis avant tout romancier, même si je m'intéresse pas à l'humanitaire, mais vous avez dit dans le parcours, j'ai fait diverses choses. J'étais responsable du revenu d'insertion de la ville de Lausanne, donc j'ai pu voir la misère ou la détresse suisse, etc. Donc je dirais que je l'ai plutôt vécu professionnellement aussi à plusieurs reprises. Ouais. Et pensez-vous que les témoignages, les récits puissent alerter l'opinion publique au même titre que de la fiction, qu'un ouvrage fictionnel? Est-ce qu'ils ont le même effet sur l'opinion publique? Mon intuition, parce que je peux rien prouver là-dedans, mais mon intuition serait de dire oui. Je pense peut-être même parfois avec plus de force. Parce qu'il y a peut-être une forme de catharsis ou une clarté et puis il y a surtout la possibilité d'une identification dans le roman. Je pense que ça existe. Il y a aussi une identification dans mon récit, je pense. Et dans ce sens-là, il peut se rapprocher peut-être du roman. Mais malgré tout, je pense qu'il y a une identification dans le roman qui peut apporter cette espèce de conjonction magnifique entre la réflexion et l'émotion. Mais aussi la réflexion. Je pense que
oui, les romans sont une grande matière à réflexion aussi, et donc à sensibilisation, et donc, au bout du compte, peut-être à agir aussi, ou à souhaiter s'engager d'une façon ou d'une autre. Vous pensez que la littérature peut faire progresser l'humanitaire ? Je pense que la littérature peut faire tout progresser, donc pourquoi pas On est l'humanitaire? d'accord. Non, je le pense vraiment. Enfin, si je vois la place effectivement, de la littérature dans ma vie, c'est constitutif. Donc, Vous partiez en mission avec des petits livres en général ? Ah non, plein la valise, oui. Deux, trois chemises, mais beaucoup de livres, oui, beaucoup de livres. Essentiel. Toujours. Ouais. Et puis au retour, courir les spectacles. Enfin, oui, j'ai toujours eu une espèce de faim de m'enrichir avec la culture, et en premier lieu les livres. Oui. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que quand on écrit à propos de missions humanitaires, on peut tout raconter ? Ou est-ce qu'on a des limites ? Est-ce que justement, en raison d'un écrit fictionnel, il faut se limiter un peu pour être efficace et faire passer un message ? De toute façon, quand on raconte quelque chose, on fait des choix, par définition. Et je pense que quand on... Je ne sais pas, il faudrait demander à Olivier Weber, mais je suis sûre qu'on ne raconte juste pas tout. On trie, on pense, ça c'est bien de le dire, il faut le dire, ça a un impact, et puis ça peut être compris, on veut être compris aussi, il y a des choses qui sont tellement ténues et compliquées à expliquer. Bien sûr qu'on trie. Moi-même, je pense qu'en écrivant Rio Wanki, j'ai l'impression d'avoir pratiquement tout dit. J'avais la chance aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais l'écrire, c'est que ce n'est pas quelque chose de très confidentiel. On n'était pas là sur le grand devoir de réserve d'un délégué du CICR qui touche aux trucs les plus vraiment sensibles des raisons d'État, etc. Puis on est longtemps après le conflit, etc. Mais donc là, j'ai pas dû me retenir tellement. Mais après, c'est la mise en forme, c'est comment on dit les choses qui est très, très important. Peut-être plus que qu'est-ce qu'on dit, mais c'est comment on le dit. Et là, vous vous êtes sentie contrainte ou pas par cette mise en forme ? Non, je ne me suis pas sentie contrainte. J'ai essayé de trouver mon style. À la fin, j'ai fait lire ce livre au CICR. D'accord. Et puis, j'étais content. Voilà. Je dirais la force du roman, c'est que, au contraire de d'autres formes d'art, comme je dirais cinématographique, c'est que il n'y a pas une nécessité à décrire toutes les scènes. Elles peuvent être vécues à travers le personnage, à travers ses émois, à travers son psychisme. Et ça permet d'éviter ces scènes un peu crues. Mais j'ai envie aussi de répondre à votre question en disant que c'est aussi la limite des règles du genre. C'est-à-dire que si vous écrivez un thriller sur l'humanitaire, je ne sais pas s'il y en a, mais, mais ça doit exister, voilà. Et bien évidemment, un thriller par définition, il se permet d'aborder des choses peut-être cruelles, etc., en des êtres humains. Si vous choisissez un roman de fiction comme le mien, qui est plus littéraire, évidemment, vous allez éviter ces instants, c'est parce que ce n'est pas le message que vous voulez transmettre. Alors vous qui avez écrit pas mal de livres dans des genres différents, est-ce que vous trouvez que l'humanitaire, c'est inspirant ? Le fait que j'ai écrit ce roman, probablement déjà un peu. Oui, parce que c'est là probablement que on peut lire, on peut analyser, entrer davantage à l'intérieur des relations humaines. De voir ces sociétés riches comme la nôtre, comme l'Occident, et puis ces pays de grande misère, et puis de voir cette capacité, je sais qu'il y a beaucoup d'humanitaires ici que j'admire énormément, je trouve ça assez extraordinaire, de dire je veux donner quelque chose à ces gens-là, je veux leur permettre aussi d'être autonomes, et puis oui, ça je pense que c'est très inspirant. Ouais. Votre prochain roman qui vient d'être achevé est-il aussi lié à des missions ou alors complètement distinctes ? Non, c'est pas lié à des missions, mais le substrat de tout ça, ça vient quand même. Forcément. Voilà, de situations que j'ai rencontrées, de réflexions que j'ai vécues. Donc après, j'ai transformé tout ça pour en faire des personnages. Et il n'y a rien dans ce manuscrit que j'ai vécu directement. Mais je pense que c'est difficile d'écrire un roman qui ne reflète pas soi-même, en fait.
Donc, et ma vie, elle a été largement pétrie, en tout cas à partir d'un certain âge, elle a été très largement pétrie par des expériences qui sont totalement marquantes, évidemment, et qu'on a besoin de distiller, mais ça prend très très longtemps. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre, pour finir, que de vivre ces expériences dans l'humanitaire sont nécessaires pour pouvoir écrire dessus? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Écrire effectivement un livre sur je ne vois pas comment on pourrait le faire de façon crédible, parce que c'est jamais ce qu'on a imaginé. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivée au Liban pour ma première mission du CICR, donc voilà, c'était le début de la guerre du Liban de 1982, je l'ai regardé à la télévision pendant 2 jours avant de prendre cet avion et de me retrouver directement et pour la première fois de ma vie plantée dans une situation de guerre. Et je me suis dit, mais j'avais jamais rien vu. Je ne savais rien. J'avais vu des millions d'images et de tout ce qu'on veut, mais non, je n'avais rien vu. Et il y a une immense différence entre avoir pris la réalité et avoir été quelqu'un dans cette réalité que simplement d'imaginer ça. Donc, non, je pense que... Enfin... Et vous, Michel? Alors, je dirais que c'est pas impossible, c'est ce que j'ai fait finalement. Mais il y a un danger, et j'y suis attentif à chaque fois que j'écris une fiction, c'est que il est difficile effectivement de raconter quelque chose qu'on n'a pas vécu, qu'on ne connaît pas. On peut évidemment s'enseigner. Aujourd'hui, il y a Wikipédia. Avant, il y avait les bibliothèques, je disais tout à l'heure. Mais ça reste livresque comme savoir. Donc, il est extrêmement éloigné de la réalité. Donc, moi, je l'ai juste effleuré dans mon roman. Et probablement que si vous le lisez, les humanitaires trouveront quelques défauts, et c'est presque certain. Dans la véracité, disons, de ce récit-là, quoi. Très bien, merci beaucoup. Alors peut-être certains d'entre vous ont des questions à poser à nos auteurs. Monsieur? Ah, peut-être je vais donner le micro. Merci beaucoup. Je trouve le sujet vraiment très intéressant. Hein. Merci à vous deux pour ce partage de récits. Ma question, c'est par rapport, en faisant le lien aussi avec la conférence qu'on a eue du neuropsychiatre il y a 2 jours, ou c'était hier, je ne sais plus, sur le traumatisme, le cerveau. Est-ce que le fait d'écrire et de se re-raconter l'histoire vous a aidé, l'une et l'autre, à résilier quelque part, à reconstruire un récit qui participe à un processus de résilience, c'est-à-dire de mise à l'écart, de redonner du sens aux choses. Et moi, j'ai vécu ça aussi, donc je trouve que ça a été pour moi très, très aidant de rédiger des articles et des choses, même sans raconter directement les histoires vécues, mais par le détour de l'art ou d'autres choses. Oui, ça c'est une bonne question que je me suis posée après coup. Ouais. Je pense que oui, mais en ce qui me concerne, peut-être moins sur cette mission au Rio Wanki, qui avait été très difficile à accomplir, mais pas traumatisante, je dirais. Par contre... alors bon, c'est sûr que oui, ce retour de mémoire et tout ça, c'est sûr qu'il y a eu une espèce de distillation de cette affaire-là. Mais je pense que par contre, le fait d'avoir raconté une mission et de partager quelque chose qui reste souvent à l'intérieur de soi ou qu'on partage avec avec ses pairs finalement, avec les filles et les garçons qui ont vécu les mêmes choses que nous, et c'est peu de monde. Et quand on retourne dans la vraie vie, c'est très, très solitaire comme expérience. Et parfois, ça ajoute effectivement à la difficulté finalement de digérer tout ça. Donc moi, je pense que cette écriture-là, d'une certaine façon, ça m'a aussi apaisée et ça m'a fait du bien. J'étais déjà à la retraite, donc quand je l'ai écrit, et franchement, je savais que j'avais énormément de choses à distiller. Je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et le fait de savoir que voilà, j'allais pouvoir partager quelque chose beaucoup plus largement qu'avec mes pairs ou mon entourage direct. Et puis ce qui me plaisait aussi, et je pense qu'il participe aussi de cette résilience, c'est que dans ce livre, je ne parle pas que de moi et de ma collègue et des choses qu'on fait et tout ça. Alors je vous rassure tout de suite, c'est
complètement passionnant. Vous allez tous le lire, donc vous allez voir. Mais je voulais parler des Miskitos. Je voulais parler de cette situation. Je voulais parler de cette population, de leur histoire qui est absolument fascinante comme Indiens d'Amérique centrale. C'est incroyable l'histoire des Miskitos. Elle ne ressemble pas à beaucoup d'autres histoires d'Indiens d'Amérique du Nord ou du Sud, et de leur religion. Donc, pour moi aussi, il y avait un côté résilient et qui fait beaucoup de bien de parler d'eux. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Une autre question peut-être? Un autre regard d'écrivain peut-être? Non? Donc merci infiniment. Et puis on va laisser la place à d'autres écrivains.